cet enseignement a sans doute été en fait une grande innovation. Il a fallu sûrement beaucoup d'audace pour engager en fait l'institution universitaire à accepter un enseignement qui se trouverait quelque part à la marge en fait du topos intellectuel qu'on pourrait dire néocolonial, qui pouvait considérer avec un certain relent d'exotisme comme une sorte de lubie excusable. Il a fallu encore beaucoup de courage pour éviter à une relecture originale, non véhémente de la religion, à un moment d'éruption, de virulence, en fait, de fanatisme. Et certainement aussi, tout juste après, la vague intolérante d'un certain type de militantisme. Donc, cet enseignement, c'était une invitation à une sorte, parce qu'on pourrait dire, d'œcuménisme, et qui pourrait être assimilé à de la témérité ou peut-être même à de la diversion. Mais comme dirait l'autre, ça paierait haute. Pourtant, c'était une innovation qui allait être l'œuvre entendue comme le travail d'une vie. Comme Kant, il n'y avait pas une volonté de s'installer dans la polémique, mais plutôt d'éclairer sereinement en explorant des problématiques diverses et même divergentes, mais éminemment fécondes. Dans cette œuvre, nous sommes inscrits d'emblée au cœur d'une histoire universelle de la raison, dont le récit incorpore, intègre les marches qui ont dû être à un certain moment de l'histoire des centres. Une histoire qui raconte la rationalité dont le centre se déplace incessamment, une dynamique qui continuellement subvertit ses propres marches et centres et simultanément masque et même efface les traces supposées honteuses de sa biographie. Cette chronique du devenir de la raison se met en perspective. Alors, la perspective se met en perspective. Alors, perspective au pluriel. Perspective comprise comme rétrojection et comme projection à la fois. C'est là que nous croyons percevoir une tension permanente entre le passé et l'avenir, entre rationalité et spiritualité. En effet, comment faire coexister en même temps la rationalité de Boulle, de Bergson, avec la spiritualité et même le mysticisme de Bergson, de Senghor, Iqbal, Teilhard de Chardin? La lecture de ces auteurs nous amène à nous interroger sur la manière dont nous envisageons le projet de notre modernité. À partir de quelle tradition? Comment peut-on être soi-même et autre à la fois? Comment être fidèle? Comment se réapproprier l'histoire de la raison à partir d'une tradition déterminée? Comment penser la pluralité des temps historiques et leurs différentes articulations? Comment penser à la fois la fidélité à un principe, donc qui implique souvenir, méditation de l'origine, permanence de soi, et en même temps prise en compte de la puissance et de la fulgurance de la transformation du monde et de l'homme. Alors, c'est toutes ces questions que nous allons peut-être esquisser des réponses très rapides en trois temps. Le premier, c'est l'éloge de la différence. Le second, nous allons parler de la fidélité. Et dans une troisième partie, nous allons parler des perspectives qui, certainement, en fait, vont se poser comme une sorte d'obstruction, en fait, d'une quelconque prospective. Donc, il rendrait quelque part l'impossibilité même de la prospective. Donc, éloge de la différence. Il y a une célébration constante de la différence dans cette œuvre, car c'est à cette condition qu'un dialogue est possible. Il suppose la postulation de la pluralité et celle de sa fécondité. Dans Philosophie en islam, il est mis en avant les multiples perspectives orientant la circulation intellectuelle entre des philosophes venant d'horizons différents. Cette circulation fonctionne sur le principe de la liberté des critiques qui affecte à la différence, voire à la divergence, une certaine sacralité. Alors je cite le professeur Diagne à la page 125 de son ouvrage. Cette manière de substituer à la question de la vérité historique d'une version contre l'autre, une interprétation qui a réconcilié les significations, peut du reste s'autoriser d'autres traditions attestées qui célèbrent la divergence comme une miséricorde. L'enfer n'est pas promis à l'autre, mais plutôt on cherche à faire en sorte que de part et d'autre,
l'on se transcende, l'on incite à la bonté, à l'indulgence et au pardon. Être capable de miséricorde, c'est se hisser au niveau du divin en manifestant une compassion, une patience bienveillante devant les errements d'autrui, devant même la lenteur de la conversion en fait d'autrui. Dès lors, contre toute attente, la destinée de l'autre et de sa vérité, c'est le paradis qu'il bénéficie de la bienveillance de la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Alors ça, j'ai cité le pape François à la bulle édiction numéro 2. Chacun se transcende ou chacun devrait se transcender au fond, car c'est là que se situe en fait la miséricorde, qui n'est pas en réalité peut-être une posture humaine. Elle participe de l'essence divine, de l'être de Dieu. En vérité, cette bienveillance pourrait être à la hauteur d'homme. Elle s'adresse aux hommes comme aux choses. Alors, s'adresse aux hommes comme aux choses, c'est une allusion quelque part aussi en fait à Mbadeba, Thierno Bokar, en fait dans le sage de Banyagara. Nous avons affaire ici à une mystique de l'altérité qui accueille. Il s'agit de ne pas renoncer à une diversité féconde d'opinions et d'objectifs, c'est en revanche chercher à la surmonter par le dialogue pour consolider les promesses et réduire les menaces du futur. Le dialogue est le but même de nos actes, non plus simplement le moyen pour les rendre efficaces. Tout progrès de la connaissance devra s'accompagner d'une explication qui s'efforce d'en faire comprendre aux autres la signification, sinon le mécanisme. Alors, c'est assez ici qu'on fait que l'éloge de la tolérance en fait est formulé. La tolérance n'est pas donc liée à une croyance faible, mais à la plénitude d'un être qui tire sans cesse ce que peuvent lui apporter le temps et les autres. Cette célébration de la pluralité et du dialogue conduit naturellement à un travail d'herméneutique qui superpose en fait les lectures des poètes Iqbal et Senghor. En réalité, il s'agit de relire Senghor qui lit Teilhard de Chardin et personne, Iqbal lisant personne. La convergence se réalise autour du sens de l'affirmation de soi, les identités des sociétés. Cette démarche tire sa substance en fait dans une perception de la philosophie qui est une sorte d'échange, une reconnaissance de la différence, une reconnaissance des divergences et qui devait déboucher sur l'acceptation de l'autre dans sa différence. Donc une leçon d'espoir dans un monde où l'intolérance et le rejet de l'autre sont érigés en une sorte de dogme et de posture essentielle. Je parlerai ensuite en fait de cette fidélité-là qui est une continuation, une sorte de reconnaissance de sources, de respect de ces sources, de réactualisation de ces sources, mais aussi en fait nous avons un enseignement qui dit qu'il est possible de faire autrement par fidélité. C'est aussi, quelque part, c'est la compréhension de faire autrement par fidélité. La fidélité nous impose précisément, en fait, la conservation, en fait, de ce passé. Mais faire autrement, quelque part aussi, en fait, il y a un impératif de changement, en fait. Donc, mais cela suppose que c'est une interdiction de nous figer dans le passé, mais aussi en fait de reconnaître en fait ce passé-là. Alors, ce n'est pas la fidélité ici en quelque sorte, ce n'est pas la reproduction du même, mais c'est un nécessaire travail de mémoire, de reprise de ce qui précède. Si la répétition est une fidélité, elle n'est pas une fidélité de même nature que celle qui est professée dans cette œuvre-là. Contrairement à ce qui est propagé, nous avons un enseignement que la fidélité se situe dans ce qui suit le mouvement de son ouverture. Dans cette œuvre, le professeur Diagne l'a dit dans une interview, dans tout ce que j'écris, il y a une constante, celle du rapport entre les notions de fidélité et de mouvement. Alors, nous croyons voir cela dans les théories sur l'enracinement et l'ouverture, mais surtout aussi, en fait, l'enracinement chez Thierno Bokar, en tant que précisément qu'il est enraciné, mais qu'il est ouvert
à partir de son point, à partir de sa perspective, il s'ouvre en fait à un certain universel. Il semble bien que cette affirmation, que cette posture ne soit pas énoncée pour les seuls besoins d'une communication, mais nous avons le point nodal d'une pensée qui se joue de la spiritualité et de la rationalité, qui est le site d'une profonde conviction, d'une foi, d'une identité. La vraie fidélité n'est pas donc crispation, et comme il le dit, elle n'est pas pétrification. On ne peut enfermer la vie dans un cadre précis. Il y a la dénonciation d'une certaine forme en fait d'intolérance. Comment la capacité à une parole à être vivante peut-elle être aussi capacité à s'adresser à tout le monde, parole d'un individu qui s'adresse en fait à l'univers entier. Cela nous ouvre un peu le questionnement sur les perspectives et peut-être même sur la prospective, qui est une invitation à penser le futur, mais qui n'est pas une réactualisation en fait de ce futur, du passé. La prospective est fondée sur la conviction que l'avenir sera ce que nous en ferons, sur la foi de la liberté créatrice. Il s'agit de nier quelque part en fait sur la fatalité, refuser à l'histoire un sens unilatéral, irréversible. Et ce sont là les conditions premières en fait de ces prospectives-là. C'est une attitude de l'esprit qui se tourne vers l'avenir, mais ça suppose précisément en fait la conscience, en fait cette rétrojection-là, autrement dit en fait la conscience qu'il y a une ouverture commune en fait à tous les individus. Aucune prospective n'est possible si on se fait de l'avenir une image fatale. Si l'avenir est le destin, pourquoi le scruter, puisqu'on ne peut le changer? C'est à ce niveau que se révèle la complexité du pensée en tant qu'elle opère presque de façon éclectique entre les différents auteurs que nous avons cités plus haut. Nous sommes au carrefour de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, puisque précisément au carrefour d'une multiplicité en fait de perspectives qui n'ouvrent pas, qui n'appréhendent pas en fait l'avenir de façon en fait unilatérale et univoque. Alors c'est l'introduction que je voulais donner au titre de ma communication.